La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Raptors versus Nets pour parler de ce match 4 du premier tour de playoff. Alors aujourd'hui avec moi, on n'a pas de fans, ils n'ont pas pu être disponibles aujourd'hui. Mais je vous ai quand même réservé un invité de premier ordre en la personne d'Antoine Bancharel. Salut Antoine. Salut Mike, je suis pas à Toronto mais ça m'aurait fait plaisir de te voir sur place. Pour vous présenter Antoine rapidement, Antoine est à New York, il couvre les Nets et les Knicks et les équipes de la région aussi pour Canal+ Africa, Basket Info et des journaux nationaux français aussi, Figaro et Ouest France. Alors Antoine, habituellement on a des fans, donc on leur demande pourquoi ils sont fans des Nets et tout ça. Bon, toi c'est pas pareil, mais je voulais quand même te demander, est-ce que en tant que journaliste local, tu es un peu fan des équipes que tu suis, ou est-ce que tu as su rester assez neutre par rapport à ces équipes-là? Pour tout te dire, moi en tout cas, je suis fan des Raptors. Ouais, je sais. Bah en fait, t'as forcément une affection. Parce que tu les suis, surtout, je sais pas si tu es un petit peu détaillé à tes auditeurs, mais en tant que journaliste NBA, on a accès aux vestiaires, etc. Donc on finit par bien connaître les joueurs, les gens qui travaillent autour et tout. Donc tu respectes plus ou moins la franchise, certains joueurs, certaines personnalités, etc. Et donc ouais, tu développes une affection et pareil autour des fans, quoi. Tu discutes forcément avec des fans qui en plus de ta position te demandent plein de questions, machin, tout ça. Et ben voilà, que tu vis un peu le truc qu'ils vivent. Mais sinon, je suis pas particulièrement fan des Knicks ou des Nets en particulier, non. Mais t'as toujours un petit truc pour eux, forcément, ouais. Parfait. On va tout de suite lancer l'émission comme d'habitude. On va revenir sur le match 3. Dis-moi un peu comment tu as vécu ce match 3, comment tu l'analyses, dis-moi un peu tout ça. Bah pour rien te cacher, moi je suivais pas mal Timothée puisque ça marche très bien pour lui depuis Orlando et forcément même depuis le moment où il avait signé à Brooklyn, j'avais un peu suivi et puis voilà, hein, j'ai un peu raconté cette histoire mais c'était un peu la dernière chance pour lui. Donc de voir que ça marchait bien, j'étais content et comme c'était un match difficile pour lui forcément. Et même si on savait qu'il n'y aurait pas trop d'opposition de la part des Nets, de voir que vraiment c'est compliqué pour eux de même juste batailler un peu, voilà, c'est clairement le match qui m'a le moins enthousiasmé. Mais on le sait quoi, les Nets ne sont pas au complet, même si on enlevait Kyrie et KD. Là, il n'y avait pas Joe Harris. C'est très compliqué pour eux. Après, du côté des Raptors, Pascal avait l'air un petit peu mieux. Moi, je m'en fais pas pour Pascal. Je pense qu'il a juste besoin que ça compte un peu plus, quoi. C'est juste ça. Mais ouais, sinon, c'est les Raptors qu'on aime bien, quoi. Ça joue ensemble, ils sont focus, ils ont bien défendu. Ouais. Le problème des Nets aussi, excuse-moi, je pars un petit peu dans tous les sens, mais le problème des Nets aussi, c'est que ils ont vraiment personne sur les stretch five, quoi. Personne en défense. Ils n'y arrivent pas, donc forcément ça leur fait du mal, quoi. Ouais, pour compléter un peu ce que tu disais, Jarrett Allen est vraiment seul dans cette raquette et en plus avec le départ de Joe Harris qui avait fait un gros boulot, notamment au rebond dans le match 2, c'était vraiment peine perdue pour les Nets. Les Raptors réalisent leur meilleur match de la série, mais au final, vu l'opposition, je ne sais pas si on peut en retirer vraiment grand-chose. Je pense qu'on va vraiment voir de quoi sont capables ces Raptors à partir des demi-finales de conférence où ça va vraiment se corser. Après, c'est bien, l'équipe engrange de la confiance. Nurse peut faire jouer un peu son banc, donc tout est positif. Mais pour l'instant, moi, je tire pas de grands enseignements de ces matchs des Raptors parce que malgré tout, les Nets, avec tous les absents, et quand tu vois leur banc, c'est un banc de G-League, quoi. Donc c'est un peu logique au final. J'ai envie de dire heureusement que les Raptors ne galèrent pas contre ces Nets. Sinon, côté Toronto, on pourrait s'inquiéter justement. On va rentrer direct dans ce match 4. Pour toi, quelles seraient les clés pour les Nets pour peut-être arracher un match, pour éviter le sweep? On rappelle que les Raptors n'ont jamais sweepé dans leur histoire quand même. C'est la première fois qu'ils mènent 3-0 dans une série. C'est assez inédit pour eux. Et pour toi, du coup, comment les Nets pourraient éviter ce sweep? Alors déjà, en défense, il faut qu'ils trouvent cette solution, ce qui est surtout le stretch 5, quoi, pose un problème. Et franchement, c'est juste, il faut absolument qu'ils rentrent un maximum de 3 points, quoi. C'est à peu près la seule chose que la défense des Raptors lâche un petit peu de manière constante.
Même si bon, la défense des Raptors, c'est plein d'options différentes, donc il n'y a pas une défense des Raptors, mais quand même, en gros, le plus régulièrement, c'est ce qu'ils lâchent. C'est un petit peu la seule clé qui peut permettre à une équipe de les accrocher. Donc pour les Nets, ça va être ça, quoi. Il va vraiment falloir qu'ils fassent un match à plus de 50% à 3 points en continuant d'en prendre à peu près 50 dans le match pour que ça puisse passer. Mais même avec ça, encore une fois, si en défense, ils sont pas capables de bloquer un stretch 5 ou que pour le coup, le stretch 5 des Raptors soit complètement inefficace, mais ouais, il va falloir que certains gars aux Raptors soient pas motivés, fassent un petit peu un mauvais match, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est plus les Raptors qui vont se battre eux-mêmes que Brooklyn peut vraiment les battre, quoi. Après, ça reste tous des joueurs NBA, hein, même ceux qui sont en G-League. Il y a des gars qui sont des faux G-League aussi là-dedans, hein, Justin Anderson, Timothée. Voilà, c'est quand même des gars qui ont des matchs NBA au compteur. Et puis encore une fois, finalement, on voit qu'il y a des mecs de G-League qui peuvent sortir et avoir des vraies carrières NBA, donc faut pas trop mettre le tampon de G-League sur des joueurs et penser que sont forcément à un niveau en dessous. C'est pas toujours ça, quoi. C'est juste leur carrière et va un peu dans ce sens-là des fois. Mais bref, ouais, j'ai plus l'impression que ça sera les Raptors qui pourraient se battre que les Nets, à moins vraiment de 3-4 gars en feu, et là ils commencent à créer des problèmes. Je te rejoins complètement. De toute façon, on sait qu'en NBA, toutes les équipes ont des joueurs avec des gros potentiels et qui peuvent faire un gros match à tout moment. Et je te rejoins complètement sur le fait que je pense que la clé pour les Raptors, en fait, ça va être tout simplement de jouer leur jeu, de ne pas penser que le match il est gagné d'avance. Et je pense que la clé pour eux, c'est de faire un gros début de match. S'ils parviennent à mettre la tête sous l'eau des Nets, à mon avis, d'entrée, comme ils l'ont fait dans le match 1 et comme ils l'ont fait dans le match 3, à mon avis, ça risque d'être très compliqué pour eux. Mais s'ils les laissent développer leur jeu au début, s'il y a un peu d'adresse comme dans le match 2 et qu'ils n'arrivent pas à trouver le rythme, voilà. Mais comme tu le dis, c'est vraiment la clé, elle est pour les Raptors. Si les Raptors jouent leur jeu et sont sérieux, a priori, je vois pas comment on peut éviter ce sweep, à moins que plusieurs joueurs chez les Nets soient vraiment en feu pendant tout le match et qu'ils arrivent à se relayer. On va peut-être en parler justement après dans les potentiels facteurs X. Qui peut être ce joueur en feu ou plusieurs joueurs en feu qui peuvent peut-être faire une différence. Juste avant ça, quel duel toi tu vas suivre en particulier? Quel duel au singulier ou au pluriel vas-tu suivre dans cette rencontre? Quels sont les duels qui pour toi peuvent être la clé côté Nets? Peut-être l'intérieur. C'est toujours un peu la même question, hein. Je pense dans le sens le même sujet, quoi. C'est Jarrett Allen sur Ibaka, voir sur Gasol un peu ce que ça va donner. Même si en fait les Nets veulent laisser shooter Marc Gasol à 3 points. En gros, leur plan de jeu c'est ça, hein. C'est bloquer un max, surtout du côté de la raquette, et essayer bien sûr, vu que quand même Toronto peut enfiler pas mal de 3 points, de les bloquer de ce côté-là, mais surtout se démerder pour que Marc Gasol shoot à 3 points au maximum, quoi. En gros, c'est un peu l'idée, et très très peu de turnovers, parce que s'ils font des turnovers, déjà en général, hein, on essaie d'éviter les turnovers, mais surtout, on sait que les Raptors, bon voilà, quoi, c'est un peu comme dans Jurassic Park, quoi. T'as les Velociraptors qui dévalent la vallée et puis tu peux rien faire, quoi. Donc ils vont surtout bloquer ça. Mais dans les duels aussi, ouais, est-ce que Timothée peut apprendre à défendre sur un gars du calibre de je suis un peu obsédé par Timothée en ce moment, hein, je l'avoue et je l'assume, mais est-ce qu'il peut justement apprendre un peu plus à lire un gars comme Pascal Siakam, quoi, parce que là on passe quand même à un autre niveau. Jacques Vaughn l'a beaucoup utilisé comme un peu pitbull défensif, en tout cas première option défensive, surtout sur les mecs normalement à l'extérieur, mais là on a un Pascal Siakam qui est capable de jouer à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce que justement il arrive un peu à montrer qu'il peut faire ça aussi, quoi. Il peut bien défendre du post-up, du gars qui va driver mais en utilisant son big body. J'ai un peu envie de voir ça, quoi, mais peut-être plus par intérêt personnel que comme vraie clé du match, hein. Très bien, très bien. J'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, je pense que c'est un peu toujours les mêmes duels. De toute façon, les Nets, il leur reste deux gros joueurs qui sont Jarrett Allen et Caris LeVert. Tout dépendra de la défense des Raptors sur ces deux joueurs. Ils ont très bien défendu jusqu'à présent sur LeVert, qui avait réussi à faire briller ses coéquipiers dans les deux premiers matchs. Il a été plus en difficulté, ou ses coéquipiers ont moins mis dedans aussi.
J'ai pas fait vraiment attention si c'était Levert qui était moins précis dans ses passes, qui trouvait moins de décalage, ou si ses coéquipiers ont moins mis dedans sur ses passes. Je sais pas si tu as eu une attention particulière là-dessus. Ils ont moins mis dedans, et puis c'est aussi que quand t'enlèves Joe Harris du collectif net, surtout avec le peu d'effectifs qu'ils ont en ce moment, ça limite tellement les options que du coup c'est beaucoup plus facile de défendre sur les Nets, quoi. Là ils ont presque plus rien à offrir, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'option 2, quoi. Si l'option 1 marche pas, bah c'est foutu, quoi. En gros, ça revient à peu près à ça, hein. Donc non, c'est compliqué. C'est compliqué, mais puisqu'on parle de duel, tu vois, est-ce qu'un Chris Chiozza peut se dire vas-y, Fred VanVleet il sort aussi de G-League et voilà ce qu'il a fait, quoi. Donc j'essaie de me mettre à son niveau au moins sur un match, voire essayer de le taper, tu vois. C'est de la compétition saine, ça. Kyle Lowry qui est une référence au poste de meneur, pareil. Donc peut-être qu'un Chris Chiozza, voir un petit peu ce qu'il va donner comme. Puis presque tous les joueurs des Nets, en fait, c'est leur baroud d'honneur, quoi. Ils vont se prendre un sweep là s'ils font pas quelque chose. Donc c'est bien que tu mentionnes Caris, hein. Je pense que pour ceux qui le suivent pas très souvent, c'est le genre de joueur qui peut vraiment tout exploser sur un match, quoi. Donc c'est plus compliqué encore une fois quand il a pas un peu d'autres options pour autour un petit peu loosen up la défense adverse. Mais c'est un gars où aussi tu peux lui mettre le meilleur défenseur du monde sur le dos pendant tout un match et il arrive quand même à claquer 40-45 points, quoi. Tu vois, parce que au bout d'un moment, l'attaque arrive toujours à battre la défense si elle est excellente, quoi. Donc faut voir. Si j'aime pas trop les prédictions, j'avoue. J'aime bien me poser plein de questions, mais je suis pas très fort sur les prédictions. Bah, je vais encore te poser des prédictions. La dernière question pour finir ce podcast. Est-ce que tu vois des facteurs X? Est-ce qu'il y a des joueurs auxquels on n'a pas pensé qui pourraient... On a vu Garrett Temple avait fait un bon match 2 et un match 1 et 3 plutôt catastrophique dans l'adresse de loin. Est-ce qu'il fait partie de ces facteurs X? Est-ce que tu en vois d'autres sortis du banc que pas grand monde connaît peut-être? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est sur le banc, que forcément on connaît pas trop quand on suit pas les Nets de près. Dis-moi un peu ton avis là-dessus. C'est marrant, je pensais l'avoir vu. Ouais, donc tu me disais un facteur X. Ouais, donc c'est pas mal ta suggestion. En fait, ouais, Garrett Temple, pareil, hein, un joueur qui, quand il est en forme, peut vraiment en enfiler quelques-uns, notamment à 3 points. Donc, je pense qu'il va surtout en falloir qu'il y en ait plusieurs. Il va falloir qu'il y ait plusieurs facteurs X, plusieurs joueurs qu'on n'attend pas tant que ça, qui vraiment s'y mettent bien. Côté Raptors, je sais pas si c'est un facteur X, mais il y a clairement un petit peu une question à régler du côté de qui est le troisième gars en sortie de banc, quoi. Ouais, le numéro 8 dans la rotation. Ouais, voilà, donc Wendell Hollis Jefferson face à son ancienne équipe, est-ce qu'il va vouloir un petit peu marquer le coup et puis se détacher pour le reste des playoffs? Terrence Davis, bon voilà, pareil, quoi, il a les mêmes ambitions, donc on a envie de suivre ça un petit peu de près, je crois. Même si la question pourrait se reposer encore une fois derrière, mais clairement, s'il y en a un qui prend une option sur ce match, il prend une option sur le reste des playoffs. Est-ce que ça implique pas là? Ouais, Nick Nurse s'est exprimé là-dessus après le match d'hier parce que Rondé était blessé. On va suivre ça d'ailleurs, savoir s'il est de retour après sa blessure au genou. Il a longuement hésité avant de mettre Boucher, par exemple, et du coup il a pris une autre option avec Terrence Davis et de faire jouer du coup plus OG Anunoby en poste 4. Mais il a dit que tous les joueurs méritent leur chance, donc je pense que sur ce match 4, on pourrait voir peut-être une rotation un peu élargie si le match tourne en la faveur des Raptors rapidement. Je pense qu'il pourrait faire appel un peu à tous ces joueurs pour les voir une dernière fois avant les Celtics, parce qu'après, comme tu dis, il va falloir qu'il fixe sa rotation parce que contre les Celtics, ce sera plus le moment de faire des essais. Et j'ai oublié quelque chose, je voulais le dire en introduction. Nick Nurse a été élu coach de l'année, c'était l'info du jour. On a oublié de commencer par ça. Donc nos félicitations à Nick Nurse. Je pense qu'on a fait le tour sur ce match. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Si tu veux, on peut parler un peu de Chris Boucher. J'aimerais bien en parler un peu avec toi parce que je l'ai pas vu énormément cette année, enfin pas autant que toi forcément. Donc je voulais voir, je sais voilà qu'il a fait des vraies sorties, qu'il continue sa progression. Qu'est-ce qui lui manque au final? C'est sa régularité, c'est
Qu'est-ce que tu vois qui doit un petit peu rajouter notre ami Chris? Mais pour l'instant, c'est compliqué parce que malheureusement, Nurse, il fait tourner Ibaka et Gasol sur le poste 5. Ça, c'est figé. Et pour l'instant, Rondé a vraiment la main mise sur le poste 4, sur la rotation au poste 4. Sachant que Boucher, cette année, joue plus en 4 qu'en 5, quand tout le monde est là. Mais ouais, je sais pas ce qui lui manque au final, parce que honnêtement, moi je suis un grand défenseur de Chris Boucher. Si tu écoutes les podcasts précédents, j'ai toujours milité pour plus de temps de jeu pour Chris Boucher, qui assure. En plus, il a réussi à prendre du poids pour la première fois de sa carrière. Il a réussi à prendre 7 kilos pendant la coupure. Il se sent vraiment à l'aise avec son corps maintenant, il va plus au contact. Bon, il reste léger malgré tout, c'est peut-être ça qui lui fait un peu défaut, alors qu'il est plus grand qu'un Rondé, mais Rondé reste plus puissant. Pendant la saison, il avait beaucoup fait l'association Rondé, Hollis Jefferson, Boucher, qui avait pas mal marché. Mais maintenant que tout le monde est là, c'est plus compliqué pour lui. Il mérite, mais en fait, le truc, c'est que Nick Nurse, il a l'embarras du choix. Ouais. Et pour l'instant, son choix ne se porte pas sur Chris Boucher, mais franchement, on n'a pas grand-chose à reprocher à Boucher. On peut pas se dire non, il est pas bon. Chaque fois qu'il rentre, il met l'énergie. En défense, il est impressionnant sur ses sorties à 3 points. Depuis le début de la bulle, il a mis dedans à 3 points en plus. Il a été assez efficace. Toujours, il continue sur les pick and roll à jouer comme il doit le faire, quoi, en roulant vers le panier, des fois en pop pour shooter à 3 points. Non, franchement, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. C'est juste que l'effectif est dense et que pour l'instant, Nick Nurse ne trouve pas de temps de jeu. On va voir la saison prochaine. Rondé Hollis Jefferson est en fin de contrat comme lui, mais il a un tout petit contrat. Moi, je pense certainement qu'il va toucher beaucoup plus ailleurs. Et on peut imaginer que les Raptors vont repartir avec Chris Boucher. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir suivre. De toute façon, les Raptors, tout leur secteur intérieur est en fin de contrat. Donc ça va être à suivre, j'allais dire pendant l'été, mais non, maintenant c'est décalé. On va dire pendant l'intersaison de octobre à décembre. Ça va être vraiment quelque chose à suivre. Enfin voilà, j'ai pas plus sur Chris Boucher. Chris Boucher, il satisfait tout le monde, mais il est barré par un effectif dense et voilà. Il n'y a pas plus à dire sur Chris. Bon, lui, c'est le meilleur pour la suite du coup. Je reviens juste sur ce que tu disais par rapport à Nick Nurse qui a gagné le trophée de coach de l'année. Il l'a gagné haut la main puisqu'il prend 90 votes de première place sur 100. Il y en a 5 pour Mike Budenholzer qui donc le suit, mais d'assez loin, puisque Nick Nurse reçoit 470 points au total et Bud en reçoit 147. Et Billy Donovan a reçu 4 premières places, 134 points au total, donc quasi autant que Budenholzer des Bucks. On voit donc que Nick Nurse gagne très 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 haut la main cette année, ce qui d'ailleurs n'est pas en accord avec le vote de l'association des coachs eux-mêmes. Mais bon, le vote sont des coachs, ils aiment bien faire des trucs un petit peu rigolos. D'ailleurs, l'ancien pensionnaire des Raptors, ou plutôt l'ancien coach des Raptors, Dwayne Casey, il avait reçu l'année après s'être fait limoger. Voilà, l'année où il s'est fait limoger en fait. C'est vrai. Eh bien, je pense qu'on a bien fait le tour pour cette rencontre. Merci à toi Antoine d'avoir répondu présent. Je donne rendez-vous pour la rencontre ce dimanche. Alors c'est à 18h30 au Canada, en Amérique du Nord, et du coup à minuit et demi en Europe. Merci encore à toi, et comme on dit quand on skie tout le temps dans cette émission, let's go Raptors! Merci, à la prochaine. Lowry for three. Bang!